m'a demandé ce matin de faire de la prospective à long terme, sur un sujet qui n'est pas un sujet d'actualité, un sujet business au quotidien pour vous. Je suis un fan de la chimie. Ça a toujours été ma matière préférée quand j'ai fait médecine. Ça a toujours été quelque chose de fondamental pour moi. Et donc, je suis heureux de parler devant une assemblée de chimistes. Alors, je ne vois pas mes slides arriver. Ah, elles sont là. Il n'y a qu'un côté, d'accord, excusez-moi. Je vais vous parler de longévité. Et je vais vous montrer à quel point les problématiques de longévité dépendent de la chimie, parce que la chimie est au cœur du vivant. La vie est d'abord chimique. Tout notre fonctionnement cellulaire, le fonctionnement de notre cerveau est chimique. Nous sommes une usine chimique. Nos cellules sont des usines chimiques à l'échelle nanométrique. Et donc, la chimie est au cœur des problématiques d'allongement de l'espérance de vie au travers de ce qu'on appelle les technologies NBIC. La mort de la mort est un vieux fantasme, est un objectif ancien. Nous allons voir comment les révolutions technologiques dans le monde du vivant laissent entrevoir aujourd'hui une forte augmentation de l'espérance de vie dès le XXIe siècle. L'allongement de la durée de la vie va tout devoir à ce qu'on appelle les technologies NBIC. N, nanotechnologie, B, biotechnologie, et notamment la génétique, I, informatique, et puis C, cognitique, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, l'intelligence du silicium, la robotique, et puis les sciences du cerveau. La chimie est au cœur de l'ensemble des NBIC. Il n'y a pas de nanobiotechnologie, il n'y a pas d'informatique, il n'y a pas de sciences cognitives sans la chimie. La chimie est le dénominateur commun à toutes les technologies NBIC. Et on verra comment cela va conférer à l'industrie chimique une responsabilité particulière et va entraîner, peut-être à son corps défendant, la chimie au cœur de débats éthiques et philosophiques à laquelle elle n'est pas forcément préparée. Le vieillissement et la mort sont des choses troublantes. Nous avons quelques vedettes cinématographiques là qui ont un peu vieilli. Et en bas, personne ne reconnaîtrait le jeune premier des années 70, celui qui était considéré comme l'homme le plus beau au monde, et qui était Helmut Berger, l'amant de Visconti, adoré par les hommes et par les femmes. La lutte contre la mort est aujourd'hui l'objectif de grandes entreprises californiennes. Non pas la lutte contre les maladies, la lutte contre la mort, avec un objectif qui est de faire du reverse aging, c'est-à-dire de renverser la flèche du temps en utilisant toutes les nanobiotechnologies, l'informatique et les sciences cognitives. HLI est en train de séquencer plusieurs centaines de milliers d'Américains pour identifier les facteurs qui permettent d'augmenter l'espérance de vie, mais le plus frappant et le plus médiatique, c'est bien sûr l'entrée de Google dans la lutte contre la mort. C'est passé relativement inaperçu en France, mais Google a investi massivement dans la lutte contre la mort avec comme un objectif qui est d'euthanasier la mort au XXIe siècle. Cela ferait bien sûr sourire s'il ne s'agissait pas de Google, c'est-à-dire de l'entreprise la plus puissante au monde. Google a créé Calico, entre autres, a débauché les meilleurs talents de la recherche sur le vieillissement et de l'industrie pharmaceutique, et s'est fixé pour objectif d'augmenter notre espérance de vie de 20 années d'ici 2035. Je vous rappelle, le calcul n'est pas très compliqué à faire, que si nous gagnions 20 années d'espérance de vie d'ici 2035, cela signifierait que nous ne nous serions pas rapprochés de notre mort dans les 20 prochaines années. Vous imaginez les bouleversements politiques, philosophiques, économiques, médicaux, sociétaux qu'une telle proposition entraînerait. Pourquoi Google rentre dans la lutte contre la mort? Pourquoi l'entreprise la plus puissante au monde rentre sur ce marché? La première raison, c'est que
les cadres dirigeants de Google sont tous ce qu'on appelle des transhumanistes, c'est-à-dire des gens qui adhèrent à l'idéologie qui veut que tout le potentiel des NBIC doit être utilisé pour tuer la mort, renforcer notre cerveau et interfacer notre cerveau avec l'intelligence artificielle. La deuxième raison, c'est que la santé, du fait de l'arrivée de la génomique et de l'Internet des objets, va avoir augmenté la taille de notre dossier médical par 1 million dans les années qui viennent. Et Google est persuadé, en tant que leader du big data, qu'il sera à même de faire des progrès importants à la lutte contre le vieillissement au travers de son expertise dans le big data et le data management. La troisième raison, c'est que les technologies NBIC, dont j'ai déjà parlé, sont en train d'arriver à maturité. La vague technologique NBIC arrive tout doucement et va bouleverser un certain nombre de nos certitudes technologiques. Bien sûr, tout ceci entraîne dès à présent un ensemble de craintes. Craintes pour le business, craintes pour l'avenir de la société et pour la défense des normes éthiques et morales qui sont traditionnellement les nôtres dans nos sociétés humanistes. L'arrivée de Google dans de nouveaux secteurs, la robotique, Google est le leader mondial de la robotique après avoir racheté les 8 principales sociétés de robotique dans le monde, le développement de l'intelligence artificielle, la génétique, 23andMe, Calico, on en a parlé, la Google Car, qui est une forme particulière de robotique, les systèmes de réalité augmentée avec des lentilles pour les sujets normaux, mais aussi pour les sujets diabétiques. Ça, c'est la lentille Google pour les diabétiques. La Google Glass, l'entrée massive dans les systèmes d'exploitation de mobile avec 80% de part de marché, l'entrée dans la domotique avec Nest, tout ceci pose un certain nombre de questions évidentes. Google, en tant qu'entreprise la plus puissante au monde, devient aujourd'hui non plus une société d'informatique, mais une société qui maîtrise l'ensemble des NBIC. Bien sûr, d'un point de vue business, ce n'est pas le cas de la chimie, mais beaucoup d'acteurs ont l'impression d'être le pingouin face à l'orque léopard. Ça, c'est Google, et ça, c'est les petits industriels. Il est clair que de faire du business dans un monde contrôlé par GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon, n'est pas simple. On a vu comment Accor est en train de prendre la raclée du siècle à faute d'avoir pris le virage de l'Internet. On sait que Kodak a déposé le bilan, qu'un certain nombre d'acteurs comme la Redoute, la Fnac sont subclaquants, et Renault et Peugeot commencent à s'inquiéter beaucoup de la Google Car, qui, je vous le rappelle, n'a pas eu un seul accident en 1 million de kilomètres parcourus sans chauffeur. On sait bien ce qu'il est arrivé à l'industrie du newspaper américain, dont le chiffre d'affaires est passé de 65 milliards à 17 milliards. On sait que des enseignes très bien installées comme Leclerc sont en termes d'amour et de respect écrabouillées par Amazon. Tout d'un coup, Amazon est devenue l'enseigne la plus respectée et la plus aimée des Français, loin devant Leclerc. Les acteurs de la Silicon Valley peuvent menacer chaque acteur, et il est clair aujourd'hui que dans le grand Googleopoly, AXA est probablement l'une des entreprises les plus menacées si Google venait à s'intégrer verticalement au travers d'Android dans la banque assurance. Inquiétude aussi, ça c'est le tout dernier né des robots Google, inquiétude aussi devant le développement de la robotique, dont les progrès récents n'ont pas été anticipés. Ce qui a fait dire à Bill Gates il y a quelques semaines « Je suis affolé de l'absence de réflexion de la société civile et des politiques devant les conséquences majeures de la fusion de l'intelligence artificielle et de la robotique. » Il conclut en disant « Une bonne partie des métiers vont disparaître d'ici 2035. Il n'y aura plus d'infirmières en 2035. Elles auront été remplacées par des automates intelligents. » Et c'est Bill Gates qui dit ça, ce qui donne un certain poids à cette prophétie.
Alors, les réalisations concrètes, pour revenir à la chimie et à la médecine, elles sont multiples. La démocratisation du séquençage ADN, les premières rétines fabriquées par cellules souches en éprouvette, le développement des implants extracérébraux, le renouveau de la thérapie génique, les premières greffes d'utérus, le séquençage ADN du bébé et des fœtus, la fabrication de spermatozoïdes à partir de cellules de peau, selon la technique des IPS. Tout ceci est tout à fait vertigineux. Et derrière tout ceci, il y a d'abord de la chimie, même si c'est un peu en aval de la chimie fine. La technoscience, cette médecine, elle est exponentielle. C'est-à-dire que les technologies NBIC sont exponentielles, ce qui donne des progrès inattendus et tout à fait spectaculaires. Les lois sous-jacentes sont des lois exponentielles, ce qui explique que les choses aillent plus vite qu'on l'imaginait. Le coût des enzymes qu'on appelle les nucléases, qui coupent l'ADN et remplacent un morceau d'ADN, a été divisé par 1000 en 9 ans. Le coût du séquençage ADN, c'est-à-dire de la lecture des 3 milliards de bases chimiques de nos chromosomes qui fondent notre identité génétique, a été divisé par 3 millions en 10 ans. Comme vous le savez, il y a 15 millions de fois plus de puissance informatique dans un iPhone 5S que dans la fusée Apollo 11 qui est allée sur la Lune en 1969. Et la puissance des serveurs informatiques, en suivant la loi de Moore, a fait fois 1 milliard en 30 ans et devrait faire fois 1 million dans les 20 prochaines années, grâce à la chimie, grâce à l'amélioration des alliages chimiques. L'évolution de la puissance informatique est spectaculaire et est au cœur, elle vous doit beaucoup au monde de la chimie, et elle est au cœur de la révolution du vivant. Le vivant est très complexe. Il faut énormément de puissance informatique pour comprendre le vivant, le modéliser et le bricoler. Le cap des 1000 opérations par seconde a été atteint en 1950, le kiloflop, le million en 64, le milliard en 86, 1000 milliards le teraflop en 97, 1 million de milliards en 2007, le pétaflop. L'hexaflop, 1 milliard de milliards, sera atteint fin 2018, début 2019. Le zetaflop, 1000 milliards de milliards, c'est 2029 selon Intel. Et on estime que le yottaflop, 1 million de milliards d'opérations par seconde, c'est vers 2039. On n'est pas là en BTS d'informatique. Si je vous donne ces chiffres, c'est qu'il y a des conséquences importantes sur la médecine et la longévité. À chacun de ces seuils de puissance informatique, nous accédons à un pouvoir de manipulation du vivant plus important. Le teraflop, 1000 milliards d'informations par seconde, c'est ce qui est nécessaire pour lire les 3 milliards de messagers chimiques de notre ADN. Pour simuler le fonctionnement des cellules in silico, il faut un pétaflop, 1 million de milliards d'informations par seconde, d'opérations par seconde. Pour comprendre le fonctionnement de nos 100 milliards de neurones, il faut un hexaflop, 1 milliard de milliards. Comprendre nos 100 000 milliards de synapses nécessite une puissance de l'ordre du zetaflop. Et la réalisation d'une intelligence artificielle avec conscience artificielle, selon les experts, nécessite un yottaflop, c'est-à-dire 1 million de milliards d'opérations par seconde, c'est-à-dire quelque chose d'accessible à l'horizon 25 ans. Les technologies NBIC structurent le XXIe siècle comme l'aéronautique, la téléphonie, la chimie, l'électricité et l'automobile ont assuré le décollage au XXIe siècle. Il y a 3 différences entre la vague technologique 1880-1910 et puis la vague technologique 2000-2050 des NBIC. La première, c'est que la France était en tête des technologies dont nous avons parlé, était en quelque sorte la Californie du monde, alors qu'aujourd'hui, elle est peu présente dans les technologies NBIC. La deuxième différence, c'est que les NBIC ont pour objet non pas la matière inanimée, comme la révolution industrielle d'il y a 100 ans, mais nos cellules, nos chromosomes, nos neurones. L'objet des NBIC, c'est nous, c'est l'homme. Et la troisième différence, c'est que ces technologies sont exponentielles, elles sont scalables, et on l'a vu sur quelques exemples, elles progressent de façon exponentielle, ce qui n'était pas le cas de l'aviation ou de l'automobile. Où nous mène la technomédecine? Il y a 3 vagues technologiques en cours.
La première, c'est l'hybridation avec des composants électroniques, les implants cochléaires pour la surdité, à partir de 90, dans le Parkinson, certains troubles psychiatriques en intracérébral à partir de 2008, les rétines bioniques dont les premières sont implantées depuis 18 mois, qui ne donnent pas encore une très bonne vision, mais cela va augmenter grâce à la loi de Moore depuis 2012. Et la rétine, c'est important. 1 sur 3 dans cette salle va être aveugle à cause de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Statistiquement, si ça n'est pas vous, c'est le voisin de gauche ou le voisin de droite. Vous n'aviez pas regardé vos voisins comme ça. Le cœur artificiel, bien sûr. Les lentilles Google dont on parlait tout à l'heure pour les diabétiques. Les premiers bras bioniques directement branchés sur nos nerfs. Deuxième vague technologique, l'ingénierie du vivant, c'est-à-dire bricoler le vivant comme on bricole un métal. Ingénierie génétique, on change l'ADN. Ingénierie cellulaire, on change nos cellules et on les régénère par les cellules souches. Ingénierie tissulaire, on fabrique un organe entier à partir de cellules souches et de matrices de polymères. Et je vous rappelle l'exploit qu'a constitué les premières fabrications de rétine en éprouvette, ce qui a fait la couverture de Nature, qui est la plus grande revue scientifique mondiale. Il n'y a pas de limite à notre pouvoir de bricolage. On a, il y a quelques mois, réussi à fabriquer des morceaux de cerveau en éprouvette, embryonnaires pour l'instant, de petite taille, mais qui vont grossir. Et la question de savoir quel sera le statut de ces cerveaux en éprouvette est important. Auront-ils un statut équivalent à un être humain ou intermédiaire entre un être humain et un animal? Ce sont des questions éthiques qu'il va falloir adresser au XXIe siècle. De même, les progrès sont spectaculaires dans les manipulations génétiques multiples. Nature a fait sa couverture sur la première reprogrammation génétique multiple, c'est-à-dire de changer plusieurs gènes dans un embryon. Chez le primate, c'est directement transposable chez l'homme, et ce sera transposé chez l'homme, notamment pour corriger un certain nombre d'anomalies génétiques. Bref, notre pouvoir de bricolage du vivant est immense. Troisième vague technologique, la nanomédecine. Première conférence de nanomédecine, la 2012, c'est-à-dire la nanomédecine, c'est d'agir au niveau nanométrique, des nanotechnologies, c'est-à-dire d'une milliardième de mètre. Et le nanomètre, le milliardième de mètre, c'est justement l'échelle où s'exerce le vivant. Nos cellules sont des usines chimiques nanométriques. Et le but de la nanomédecine est d'intervenir à cette échelle pour réverser le vieillissement et traiter nos maladies. On a réussi à fabriquer, vous le savez probablement, une voiture de 3 nanomètres de large. C'est Joachim qui a fait ça à Singapour. Ça fait encore la couverture de Nature il n'y a pas longtemps. L'objectif, c'est de faire ça, mais sous forme d'implants que l'on injecterait dans le corps pour réparer nos cellules et les régénérer. Le potentiel de la nanomédecine est considérable. Je ne rentre pas dans les détails. Tout ceci est vertigineux. Le timing, le séquençage ADN se démocratise maintenant. Les cellules souches et la thérapie génique, c'est 2020, la nanomédecine, c'est 2025. Derrière, de nouvelles vagues technologiques sont là. Je ne rentre pas dans les détails, mais vous avez probablement vu que par des modifications du sang des souris, on a réussi à régénérer les cellules de souris. Ça n'est pas directement transposable à court terme chez l'homme, il faut 10 à 15 ans d'adaptation, mais on a réussi à faire refabriquer chez des souris âgées des neurones dans les centres qui stockent la mémoire dans le cerveau et à rajeunir un certain nombre de tissus par simple modification du plasma des souris. C'est probablement l'une des voies que Google entend utiliser dans Calico pour allonger notre espérance de vie dans les 2 décennies qui viennent. Tout ceci, c'est toujours et encore de la chimie. Les microprocesseurs, l'arséniure de gallium, tout ça, ce sont des percées chimiques. L'ADN, c'est de la chimie. La chimiothérapie, c'est de la chimie. Les implants qu'on met dans le cerveau, il faut beaucoup de chimie pour que ce soit toléré par le cerveau, pour qu'il y ait une bonne conductivité. Il faut des bons alliages, des bons polymères. La fécondation in vitro, la biologie moléculaire, tout ceci est chimie. Tous les sujets NBIC dont nous parlons sont d'abord une problématique de chimie. Nous sommes à l'année 0 du développement des nanobiotechnologies. Je vous disais tout à l'heure, le coût du séquençage ADN a été divisé par 3 millions en 10 ans. Le coût est passé de 3 milliards de dollars pour la première personne séquencée, 22 000 chercheurs pendant 13 ans.
Aujourd'hui, on séquence en quelques heures avec un technicien Bac-3 pour appuyer sur le bouton Start. Tout ceci pour 1 000 $. Un généticien séquençait 1000 bases ADN dans une vie. Aujourd'hui, une machine en lit 50 milliards à l'heure. Le nombre d'humains séquencés ne cesse d'exploser. 1, 2, 8, on va arriver à plusieurs millions. Bien sûr, le prix s'effondre. Parti de 3 milliards de dollars, 1,5 million, 180 000, on vient de casser la barre des 1 000 $. Les utilisations sont multiples, je passe rapidement. Quelques mots du cancer. Là encore, le cancer nous touche tous. 1 sur 3 dans la salle va faire un cancer. Peut-être parfois les mêmes qui feront une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Je ne sais pas s'il faut partager ou s'il faut concentrer les malheurs sur une seule tête. Enfin, notre esprit humain étant ce qu'il est, il est à peu près clair qu'on préfère que nos voisins partagent le fardeau plutôt que nous participions au partage du fardeau. Le séquençage de l'ADN a montré la complexité chimique absolument extraordinaire du cancer, nous a montré la complexité de tous les pathways, laisse entrevoir la possibilité de thérapies de nouvelle génération contre le cancer, avec une chronicisation du cancer, pas demain matin malheureusement, mais plutôt dans une quinzaine d'années. Tout ceci est encore de la chimie. Où allons-nous sur le plan démographique? Vous savez que notre espérance de vie croît beaucoup. Le début de l'euthanasie de la mort, c'est 1750. En 1750, l'espérance de vie en France est de 25 ans. Elle est aujourd'hui de plus de 80 ans. Nous avons plus que triplé notre espérance de vie en 250 ans. Le recul de la mort est ancien. Il ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous gagnons 3 mois d'espérance de vie par an, ce qui, je vous le rappelle, signifie que quand on vieillit d'une année, pour la prochaine conférence de l'UIC, vous ne vous rapprochez pas de votre mort d'une année, en un an, vous vous rapprochez de votre mort de 9 mois, puisque vous avez gagné 3 mois d'espérance de vie entre 2 colloques. Que va devenir notre espérance de vie dans le futur? Il y a plusieurs scénarios. Le scénario vert, c'est celui des écologistes, la méchante mondialisation ultralibérale, les OGM et tous les produits chimiques vont effondrer l'espérance de vie des gentils citoyens de gauche. Ce n'est pas le scénario que je privilégie. Je pense plutôt que notre espérance de vie va continuer à croître et qu'elle pourrait même, et en cela je partage le pronostic des gens de Google, et qu'elle pourrait même croître plus vite au cours du XXIe siècle grâce aux technologies NBIC. Alors bien sûr, d'améliorer la santé par la médecine personnalisée ne pose pas beaucoup de questions éthiques. En revanche, commencer à toucher aux embryons, séquencer les fœtus, faire de la sélection d'embryons, tout ceci pose des questions éthiques beaucoup plus importantes, qui concernent la chimie davantage qu'elle le pense. Car toute la fécondation in vitro, le séquençage des fœtus, tout ça, c'est à l'origine d'abord de la chimie. Les NBIC organisent ce que j'appelle le début de la biopolitique, c'est-à-dire de la politique du vivant, qui va être l'enjeu politique majeur dans les années qui viennent. On sait maintenant séquencer très précocement la totalité des 3 milliards de bases ADN du fœtus, sans faire d'amniosynthèse, sans risque pour la mère et pour le bébé. Ça pose des tas de questions quand on sait que nos sociétés, quoi qu'on en pense d'un point de vue moral et religieux, ont éradiqué déjà la trisomie 21. 29 trisomiques sur 30 dépistés sont avortés en France. Il n'y a qu'un trisomique sur 30 qui survit au dépistage. Quoi qu'on en pense, on voit que nous sommes déjà sur un toboggan eugéniste. Alors même qu'avant, on ne savait regarder que le nombre des chromosomes et dépister la trisomie 21. Maintenant, on va pouvoir voir tout le patrimoine du fœtus. Ces questions sont très lourdes et intéressent beaucoup les médias américains, très peu les médias français. Et on voit que le problème va être renforcé à cause du programme chinois de séquençage des surdoués. La Chine séquence tous les gens qui ont plus de 160 de quotient intellectuel pour retrouver les variants génétiques qui expliquent les quotients intellectuels élevés. Et de l'aveu, dans le Wall Street Journal et Wired, des responsables du programme de séquençage des surdoués, l'objectif est d'aider à augmenter le quotient intellectuel des Chinois au cours du XXIe siècle.
Ces questions eugénistes sont majeures et posent des questions très lourdes, y compris sur le plan géopolitique. La technomaternité va être bouleversée. Le séquençage des embryons, la thérapie génique, la production illimitée d'ovules, la possibilité pour un homme de fabriquer à partir de cellules de peau un ovule, et donc la possibilité pour les couples gays d'avoir des enfants biologiques sont des questions, et ce qu'on sait faire déjà chez l'animal, sont des questions très importantes, et mon pronostic est que Frigide Barjot va passer un mauvais siècle. Toujours Google, la filiale génétique de Google, 23andMe, vient d'obtenir un brevet, le brevet US 8 543 339, pour sélectionner les ovules à partir d'analyses génétiques, les ovules et les spermatozoïdes pour faire des plus beaux bébés, plus intelligents. Vous voyez qu'on n'est pas dans la science-fiction, on est dans le business, aujourd'hui. Pour ceux que ça intéresse, je vous passerai la référence du brevet. Non, à titre intellectuel et politique. Qui sera le Google du gène dans ce monde où la médecine imite davantage la physique nucléaire et l'astrophysique que la médecine que j'ai appris pendant mes études médicales, et où même le Dr House va être dépassé? Il est clair qu'une partie importante de la valeur ajoutée médicale va partir vers ceux qui maîtriseront les algorithmes. Comme le web a transporté de la valeur vers iTunes, Amazon, etc. La valeur ajoutée médicale va partir en Californie immanquablement, puisque nous n'avons pas les moyens de mettre les milliards de dollars que GAFA mettra dans la définition d'algorithmes intelligents de prise en charge des patients. Qui va manager ces milliards d'informations? Je vous disais tout à l'heure, un séquençage ADN, c'est 10 téraoctets en données brutes. En tout cas, pas les médecins. Les médecins sont nuls en big data et en data management. Il est clair qu'ils ont déjà perdu le pouvoir et que la watsonisation de la médecine est en route, du nom du système expert d'IBM. Va-t-on pouvoir maintenir des lignes rouges bioéthiques? Ça n'est pas évident. Quand on regarde tout ce qui a été considéré dans le passé comme totalement inacceptable et qu'on trouve super aujourd'hui, on se dit que si ça se trouve, dans 30 ans, nous n'aurons pas les mêmes repères éthiques qu'aujourd'hui. L'accouchement sans douleur a été considéré comme inacceptable, la pilule l'IVG aussi, les transplantations d'organes aussi, la fécondation in vitro aussi, les implants cochléaires, il y a eu des manifestations devant le ministère de la Santé. Pourtant, aujourd'hui, toutes ces innovations qui étaient inacceptables sont devenues désirables. Si vous prenez un sujet difficile qui est l'euthanasie, chez moi, en Belgique, l'euthanasie d'État est autorisée. 1432 euthanasies en 2012 et en 2013, sans doute 1500. Alors qu'en France, c'est la prison quand on euthanasie quelqu'un. Et l'euthanasie est autorisée en Belgique pour les enfants et les malades psychiatriques. Il y a quelques mois, un jeune flamand qui était une fille, mais sa maman voulait un garçon, s'est fait opérer une fois arrivé à la majorité. L'opération ne marche pas très bien dans ce sens-là. Dans l'autre sens, c'est déjà moyen, mais dans ce sens-là, ce n'est pas terrible. Et donc, sa verge n'était pas terrible. Et non fonctionnelle. Il a déprimé, parce qu'il avait un petit sexe qui n'était pas beau. L'organisme d'État qui gère l'euthanasie a considéré que c'était un motif suffisant pour organiser l'euthanasie d'État dans son cas. Il a été euthanasié parce qu'il avait un petit sexe. Vous voyez qu'à 200 km de distance, et que ça l'avait rendu déprimé, à 200 km de distance, nous avons, parce que Bruxelles est à 200 km à vol d'oiseau d'ici, nous avons des normes éthiques très différentes. Les normes éthiques varient beaucoup dans le temps et dans l'espace, donc nous ne savons pas ce que demain seront nos normes morales. N'y voyez pas une anecdote anticommuniste, mais Jeannette Vermege-Thorez, la femme du grand Thorez, le leader des travailleurs, réfugié à Moscou pendant toute la guerre, et gracié par De Gaulle en 1945, au moment du débat sur la pilule, Jeannette Vermege-Thorez, qui était députée de la Seine, a eu cette phrase merveilleuse: « Jamais le Parti communiste français n'acceptera que les femmes travailleuses forniquent comme les bourgeoises, non à la pilule. » Depuis, le Parti communiste a accepté que les travailleuses aient accès à la pilule. Vous voyez que même les progressistes n'étaient pas si progressistes que ça il y a quelques années. Jeannette Vermege-Thorez est maintenant décédée, elle est restée stalinienne jusqu'à la mort. Quelques mots de conclusion. Vous voyez que les technologies NBIC,
dessine un monde différent de celui que l'on imaginait, avec des acteurs différents. Qui imaginait Google présent dans toutes ces technologies il y a 10 ans? Personne. Nous avons des questions sur ce que nous allons faire du futur, sur la définition d'une éthique pérenne, sur l'opposition entre les bioconservateurs, les gens opposés au NBIC, et puis les transhumanistes, comme les gens de Google qui veulent accélérer le changement de l'humanité et le passage à une humanité 2.0. Des bouleversements économiques majeurs sont en cours. Nous allons devoir faire des choix en matière de neurotechnologie, c'est-à-dire de technologie du cerveau et d'intelligence artificielle. D'ailleurs, Google vient de créer un comité d'éthique pour déterminer les limites de son action dans l'intelligence artificielle. En termes d'eugénisme, d'enhancement, nous avons des tas de questions et il faudra que nous répondions à la question: avons-nous des droits infinis sur le futur? Avons-nous le droit de transformer l'homme en une version bêta, en un prototype, comme un logiciel que l'on améliore progressivement? Ou y a-t-il une dignité humaine constante qui nous interdit de nous changer pour moins souffrir, moins vieillir et moins mourir? La mort de la mort, qui intéresse beaucoup les Américains qui sont persuadés qu'on y est dans pas longtemps. Time a d'ailleurs fait un grand dossier expliquant que la mort n'existerait plus en 2045, ce qui est peut-être un peu optimiste. Si vous prenez un enfant qui naît aujourd'hui, il n'aura que 86 ans en 2100. Est-ce que vous imaginez la technologie médicale en 2100? Il est probable que l'espérance de vie sera déjà à cette époque de 150 à 180 ans. Donc l'enfant qui naît aujourd'hui a une chance relativement forte d'atteindre 2200. Et vous imaginez la technologie en 2200? Je ne continue pas. Vous avez compris mon point dialectique. Je suis persuadé que les gens de Google ont raison quand ils pensent que la première personne qui vivra 1000 ans est déjà née. Pas avec la technologie de 2014, mais avec les technologies de 2050, de 2100, de 2200, de 2300. Vous imaginez le bouleversement que cela entraînerait pour la société, au-delà des petits problèmes d'ajustement sur les retraites et pensions, qui ne sont rien à côté des problèmes éthiques et philosophiques de ces technologies. Car bien évidemment, la retraite augmenterait, l'âge de la retraite serait repoussé au fur et à mesure de l'amélioration de notre fonctionnement biologique. Vous voyez, cette technomédecine dont on a parlé, elle oblige à voir le futur différemment. Les technologies NBIC sont exponentielles, donc imprévisibles. En matière de médecine, il y a un nouveau partage de la valeur. Le data mining est avant le stéthoscope. Et oui, le pouvoir médical va être redistribué au profit des nouveaux acteurs qui sont les acteurs californiens. Les bouleversements économiques vont être majeurs parce que la zone Asie-Pacifique est la reine des technologies NBIC et nous, on n'est pas bon dans les NBIC pour des tas de raisons. De technophobie de nos élites, le président de la République n'a toujours pas d'ordinateur sur son bureau en 2014. Toujours pas. Vous pouvez vérifier. Il y a bien sûr des enjeux politiques majeurs, des implications philosophiques de ces technologies vertigineuses. Et puis, on l'a vu tout à l'heure à propos du séquençage intellectuel que développe la Chine, on voit bien que la médecine pourrait devenir un instrument de géopolitique, de puissance géopolitique, notamment si certains pays décident de fabriquer du surdoué à la chaîne. Nos pays sociodémocrates de gauche, qui considèrent, probablement à juste titre, qu'une société doit être équilibrée avec des surdoués et puis des gens moins doués, pourraient se trouver dans une situation géopolitique difficile si des pays comme la Corée ou la Chine avaient une stratégie eugéniste visant à produire du Bill Gates à la chaîne. Nous risquerions fort d'être dans la situation où nos petits-enfants auraient mandarin en première langue et français en option langue régionale. Quand on voit les propos du développeur en chef et de l'ingénieur en chef de Google, qui est Ray Kurzweil, récent, expliquant qu'en 2045, l'intelligence artificielle sera 1 milliard de fois plus puissante que la totalité des cerveaux humains, expliquant que dès 2035, nous serons connectés avec des implants intracérébraux au cloud computing et à Internet,
dès 2035, c'est demain. Et c'est le responsable du développement de Google. Et expliquant que Google nous connaîtra mieux que notre conjoint, mieux que nous-mêmes, et pourra répondre à nos questions avant qu'on les pose, on est pris de vertige. Il est clair que Google, porté par l'idéologie transhumaniste, est plus proche d'une religion que du Nasdaq. Il risque d'y avoir des oppositions fortes au sujet de l'augmentation et de la modification de l'homme entre les bioprogressistes, les transhumanistes, et puis les bioconservateurs qui considèrent qu'il ne faut pas changer l'homme, quitte à ce que l'homme reste mortel. Cette fusion de la vie et de la technologie est effectivement très troublante. Et quand on voit le fondateur de DeepMind, société d'intelligence artificielle rachetée par Google il y a quelque temps, expliquer que l'intelligence artificielle pourrait détruire l'humanité dès le XXIe siècle, on prend peur, même quand on n'est pas un technophobe. Quand on voit la lettre ouverte qui a été écrite par les 4 meilleurs physiciens et astrophysiciens anglais il y a 15 jours, expliquant qu'il est urgent de réfléchir à l'intelligence artificielle car c'est une menace immédiate pour l'humanité d'ici 2050, on se dit qu'il est important de réfléchir à tous ces enjeux et qu'il ne faut pas accepter le fait accompli du développement de la technologie et qu'il faut préparer ces technologies. Le futur, quel sera-t-il? Y aura-t-il une guerre entre les bioconservateurs et puis les bioprogressistes? Comment allons-nous gérer le siècle du vertige où nous allons piloter notre cerveau, cohabiter avec l'intelligence artificielle, commencer à euthanasier la mort, créer la vie artificielle, manager notre ADN, c'est-à-dire bricoler notre nature biologique fondamentale? La chimie va être partie prenante de ces débats philosophiques. Et il me semble préférable qu'elle se prépare à travailler à ces questions maintenant pour ne pas refaire ce qu'elle a fait avec les OGM, où elle s'est laissée submerger par un débat public qu'elle ne maîtrisait pas et par les technophobes. Il faut cette fois-ci être plus malin et ne pas refaire les mêmes erreurs qui ont été faites il y a 15 ans. Je vous remercie.